Alors bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour continuer notre petite série, notre chronique sur la chute d'Anne Boleyn. Nous l'avons commencé le 1er mai et elle va nous amener jusqu'au 19 mai, le jour de la décapitation d'Anne Boleyn à la Tour de Londres. Nous avons donc parlé de la joute qui a eu lieu le 1er mai au palais de Greenwich à Londres. Nous avons parlé de l'arrestation d'Anne Boleyn et de son frère George, Lord Rochford, hier, le 2 mai. Et aujourd'hui, nous parlons de Thomas Cranmer, l'archevêque de Canterbury, qui rentrait de sa résidence de campagne lorsqu'il a appris les événements qui s'étaient produits à la cour et notamment l'arrestation d'Anne Boleyn. Il fut immédiatement très choqué et il entreprit d'écrire au roi pour lui dire qu'il n'avait jamais eu meilleure opinion d'une femme et qu'il espérait vraiment que la reine Anne Boleyn se déclarerait innocente de tout ce dont elle était accusée. Il précisa également que si la reine était coupable, il fallait qu'elle soit punie sans pitié. Alors l'archevêque venait de terminer sa lettre au roi quand il reçut un messager qui lui demanda de bien vouloir se rendre à la chambre étoilée, la Star Chamber. En Angleterre était une cour de haute justice. Elle tirait son nom des étoiles en or qui ornaient la salle où se réunissaient les conseillers du roi. C'est pour ça qu'on l'appelait la chambre étoilée. Ce tribunal jugeait certaines affaires sans l'aide d'un jury et le témoignage d'un seul témoin pouvait suffire. Donc imaginez, c'était absolument terrible et ce fut un instrument dramatique sous les règnes d'Henri VIII et d'Élisabeth Ier qui poursuivaient leurs opposants sans aucune possibilité qu'ils en réchappent. D'autant plus qu'il y avait énormément de faux témoins à l'époque. Par conséquent, si l'on voulait faire tomber quelqu'un, eh bien cette chambre étoilée statuait en fait rapidement. Donc lorsque Cranmer arriva à cette chambre, eh bien, on lui donna tous les éléments des jours passés, tout ce qui se disait sur l'adultère de la reine avec plusieurs hommes et l'inceste qu'elle aurait produit avec son frère. Cranmer reconnut que ce qu'on lui avait présenté était vraiment convaincant et il ne voulait pas s'opposer au roi Henri VIII. Alors est-ce qu'il a cru vraiment que la reine, son amie, était coupable, puisque ce sont quand même les Boleyn qui ont participé à l'établissement de Thomas Cranmer comme archevêque de Canterbury, qui était une position vraiment très haute et très prestigieuse. Est-ce qu'il a eu des doutes? En réalité, nous ne le saurons jamais. Il n'y a pas de témoignage, il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas de preuves concernant cela. Et comme je vous le disais précédemment, eh bien, Thomas Cranmer ne se serait absolument jamais opposé au roi, puisqu'il risquait de le payer de sa propre vie. L'enquête se poursuivait, mais seul le musicien de la cour, Mark Smeaton, prétendit avoir eu des relations charnelles avec la reine. Et comme je vous le disais dans une autre vidéo, il prétendit sous la torture. Alors que ne dirait-on pas sous la torture en cas de grande souffrance? On peut douter effectivement de son témoignage et nous en reparlerons plus tard. La reine Anne Boleyn lui en a beaucoup voulu de l'avoir salie et jusqu'au dernier moment de ne pas l'avoir réhabilitée. Finalement, la vérité aurait pu éclater et il aurait pu, comme les autres accusés, témoigner de son innocence, mais il n'a pas réhabilité Anne Boleyn. Alors il y avait aussi à la Tour de Londres un certain nombre de dames de compagnie, de servantes, de dames qui avaient été nommées pour pouvoir s'occuper de la reine pendant sa détention et en réalité elles étaient comme des espionnes, elles devaient rapporter tous les faits et gestes de la reine, elles devaient rapporter chacune de ses paroles. Et dans une conversation qu'Anne Boleyn a pu avoir avec une dame, Anne a cité un homme, Francis Weston, qu'elle avait réprimandé quelques jours auparavant. Francis Weston avait embrassé sa cousine Margaret Shelton, Madge, et elle lui avait reproché, car Madge était la fiancée d'Henry Norris, et Weston lui aurait dit à ce moment-là que de toute façon Norris était amoureux de la reine et pas de Margaret Shelton, qu'il venait rencontrer Madge et la reine, ce n'était pas pour voir sa fiancée, mais c'était pour voir Anne Boleyn qu'il aurait certainement aimé épouser. Évidemment, cette information a été immédiatement rapportée à Kingston.
lequel rapporta cette information à Cromwell. Alors, ce Francis Weston était aussi un favori du roi. Il devint chevalier de l'ordre du Bain lors du couronnement d'Anne Boleyn le 1er juin 1533. Alors, ce 3 mai, Anne était vraiment très mal. Elle essayait de comprendre vraiment pourquoi elle était enfermée dans la tour. Ce qu'elle avait fait pour mériter ce sort, ce qu'on lui reprochait exactement. Il était encore tôt dans le déroulement de cette affaire, et si, hors des murs de la tour de Londres, les spéculations allaient bon train, il n'en était pas de même dans les appartements d'Anne Boleyn, qui n'était pas encore au courant de tout ce qu'on lui reprochait. Je vous propose donc de continuer notre petite série jusqu'au 19 mai. Le 19 mai, date fatidique pour Anne, le jour où elle sera décapitée à la Tour de Londres. En attendant, je vous remercie d'avoir écouté cette chronique et je vous dis à demain. Le rendez-vous est pris.